Monsieur Luc Besson. Vous êtes le premier public français qui découvre le film de Luc et il attendait vraiment vos impressions. Le projectionniste, il a rallumé trop tôt. Il y a une chanson de Daman Albar de Gorillaz qui est géniale à la fin. Merci, hein. Alors ça vous obligera à revenir voir le film pour avoir la chanson. Est-ce que vous êtes pas endormi, ça va? Vous avez tout compris? Vous avez un peu de questions ou pas? Alors, il y a une question juste en haut, Marie. Alors, je voulais savoir, c'est quoi qui t'a inspiré à faire sur le cerveau, en fait? Et quand on regarde tous tes films, c'est vraiment différent. Et c'est quoi qui t'a donné envie? Alors, d'abord, il y a 9 ans, 10 ans, j'étais dans une ville de province en train de promouvoir un film, je ne sais plus lequel. Et le maire, généralement, il nous invite à dîner. Donc, et puis à côté, on met une jeune fille, donc là, tu peux parier a priori que c'est la nièce du maire qui veut être actrice. Ça. Et je dis, et vous alors, et qu'est-ce que vous faites? Et elle me dit, moi je suis professeur au CNRS et j'utilise le noyau des cellules cancéreuses. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça et j'ai eu une conversation de, je sais pas, 2-3 heures avec cette jeune femme qui m'a expliqué ce qui est dit dans le film. C'est qu'une cellule n'a que 2 possibilités pour traverser le temps, c'est-à-dire ou de se reproduire, c'est-à-dire de passer l'essentiel de la cellule à son voisin, qui la passe à son voisin, qui la passe à son voisin, ou d'être immortel. Et j'ai appris ce jour-là, donc, une cellule cancéreuse, c'est une cellule immortelle. En fait, quelqu'un qui meurt du cancer est toujours vivant. Il y a des gens morts qui sont dans des bocaux depuis 40 ans dans les centres de cancérologie, qui sont encore techniquement vivants, puisque les cellules sont vivantes et l'ADN à l'intérieur est vivant. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, puisqu'en fait, on fait à peu près la même chose. On essaie de passer l'essentiel de nous-mêmes à notre petite progéniture qui va les passer à celle d'après. Donc en fait, on a presque le même mouvement que cette cellule, toute bête. Et on a toujours ce choix entre ou se reproduire ou être égoïste et de dire non, je vais rester moi-même. Alors, on est au casino, on a gagné, on dit non, je m'en vais, merci. Ou alors je remets tout. Hein? On vous propose un job et vous faites non, je vais prendre l'autre job. Voilà, donc en fait, on met beaucoup de poésie et de littérature, mais on fait exactement la même chose qu'une cellule. Et on en a 100 milliards. Et ça m'a passionné. Après, je me suis dit, bon, je vais pas faire un documentaire sur le cerveau. Après, je me suis dit, voilà, comment on peut... C'était un challenge intéressant, se dire, est-ce qu'on peut faire un film où ça bouge, où on s'embête pas, où c'est assez ludique, et puis en même temps d'essayer de parler un peu de la science, de la philosophie, de la vie, de la mort, de tout ça. Donc j'ai essayé de faire un truc où on a un peu les deux. Parce que en tant que spectateur, j'aime bien quand les films sont sérieux, j'aime bien aussi les films qui déménagent et qui ont peut-être moins de contenu, mais j'aimerais bien des fois que les films aient les deux. Comment? Ah non, c'est pas prévu, tu sais, moi j'arrive le matin, j'ai rien préparé. Moi j'arrive, je dis, c'est qui l'acteur aujourd'hui? Mais non, mais on fait pas un film pour se dire, on va faire un 2. On fait un film. Et déjà tout le monde est en train de me dire, ah, vous avez fait Lucie 2, mais si vous avez une idée, dites-la moi, parce que moi je vois pas comment on s'en sort. Hein. Non, ce qui est joli, c'est que d'habitude, il n'y a jamais un personnage qui vous dit au bout de 30 minutes, à la fin je serai plus là, je serai mort. Déjà scénaristiquement c'est très compliqué puisque
le principe du suspense, c'est de se dire, est-ce qu'il va mourir? Donc là, en gros, elle dit au professeur, elle dit, bon, dans 24 heures, a priori, je serai plus là. Bon, comment ça, t'es plus là dans 24 heures, mais c'est quoi la fin? Et la fin, ce qui moi me plaisait, c'est que, en fait, on meurt, ce qu'elle dit dans la voiture d'ailleurs, elle dit, on meurt jamais vraiment. Ah. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un en haut. Levez-vous, comme ça on peut vous voir. Merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous étiez inspiré de la théorie des cordes de Somoza. Pas du tout. Ah, merci. Pourtant, c'est très proche, ce serait intéressant. Je ne sais pas qui c'est. C'est un psychanalyste cubain qui est aussi écrivain. Ouais. Et il y a beaucoup de choses dans votre film sur le temps qui ressemblent vraiment à ces bouquins. Bah, c'est un peu plus Einstein, moi. Ouais, mais c'est quand même très très proche. Ouais, bah. Non, je suis pas fait exprès. Non, mais bon, peut-être ça vous intéresserait de lire du coup. Non, la relation au temps, oui, ça m'intéresse. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec des professeurs que je voudrais saluer parce que c'est le professeur Agide, le professeur Saillant, le professeur Lionpan, qui travaillent dans un institut qui s'appelle l'ICM. On les recherche toute l'année sur la moelle épinière, sur le cerveau. C'est eux qui s'occupent de Michael Schumacher d'ailleurs, qui essaient de le sauver. Et ils m'ont beaucoup aidé. Je les ai beaucoup fait rire aussi. Hein. Des fois j'arrive avec des idées, et ils se marrent, ils font non, Luc, là, non. En fait, ce que j'essayais d'avoir de chez eux, c'est un sourire et une espèce de. Bon, jusque-là, d'accord. Mais c'était bien d'avoir un peu des vrais scientifiques qui me mettent un peu des garde-fous, puisque la théorie des 10% est fausse. Alors, il y a un journaliste qui s'est un peu acharné qui a dit mais c'est même pas vrai. Oui, ça fait 9 ans que je travaille sur le film, moi je suis au courant qu'elle n'est pas vraie, la théorie. C'est une théorie des années 60 qui n'a jamais été prouvée. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'utilise que 15% de nos neurones en même temps. Et c'est jamais les mêmes. On n'utilise jamais 100% de nos neurones en même temps. Donc plutôt que de rentrer dans l'explication des neurones, etc., je l'ai fait un peu plus simple en disant voilà, on utilise 10% de nos capacités. Autre question? Oui, bonjour. Oui. En fait, voilà, déjà, j'ai vraiment adoré le fait notamment que ce sujet-là, je ne l'ai jamais vu dans un autre film, et donc ça m'a surpris et intrigué, et le fait qu'il se passe des choses, on va dire, incongrues à la base, je m'y attendais pas, et donc ça m'a tenu vraiment jusqu'à la fin, et pour ça, j'ai passé un super moment. Hormis ça, merci. Hormis ça, j'ai beaucoup aimé la scène de course-poursuite en voiture près du Louvre, et ça m'a vraiment emballé. Il y a plein de choses qui se passent dans l'espace sur l'écran. Et T'as une fille? Ah ouais. C'est les garçons qui disent j'ai aimé la poursuite de voiture. Ah mais j'aime bien le chapeau. Les filles elles disent. Ah non, c'est pas Elles grave. disent, normalement elles me disent la robe, c'est quelle marque? Non, on a le droit d'être diversifié, de plusieurs choses. Je plaisante. Donc voilà, cette scène-là en particulier, j'ai beaucoup aimé. Et comment ça s'est tourné près du Louvre, ça me paraît un peu incroyable. Bah alors d'abord, on a évacué Paris. Donc pour évacuer Paris, en fait, il faut que vous tournez le 15 août. Parce que comme ça s'évacue tout seul. Donc on a tourné le week-end du 15, 16 et 17 août. C'était les 3 premiers jours de tournage du film, en fait. On a commencé par ça. La mairie de Paris a été super, comme d'habitude. Mais on avait le droit que le 15 août et le 16 et le 17, hein, pas d'autres jours. Et puis, après, on fait plan par plan. Ce qui est drôle, c'est que on a préparé cette scène pendant près de 2 mois et on a tout le parcours, on sait exactement quelle caméra. C'est très technique, en fait. Hein, c'est sympa à regarder, mais à faire, c'est un peu chiant, en fait. Non, mais je préfère filmer Scarlett au téléphone qui pleure que des voitures qui... Bon. Mais par contre, à dessiner, à concevoir, ça c'est assez palpitant, mais à tourner, c'est un peu laborieux. Hein. Donc on a un parcours qui faisait 1,2 km, on a mis 4 jours pour faire 1 km quand même. On faisait 200 mètres par jour, et c'est très technique. Voilà. Par contre, ce qui est pour des problèmes de sécurité, il y a à peu près un quart des voitures qui est digitale, qui sont fausses. Donc il y en a en fait, c'est pas d'appareil dedans. Toutes celles qui sont très très proches, on les a fait en digital. J'avais trop peur qu'il y ait des accidents et tout ça. Voilà. Donc c'était sympa à faire.
Et puis il y a pas mal de poursuites quand même qui ont été faites dans les films. Et c'est vrai que quand on se dit on va faire une poursuite dans Paris, on se dit bon, il y a eu Frankenheimer, il y a eu Lully. On se dit bon, faut quand même, si on fait une poursuite, il faut assurer quoi. Et souvent, au bout d'un moment, j'ai remarqué que voilà, les poursuites sont souvent dans des quartiers un peu réservés, ou de nuit, ou sur les quais. Voilà, il y a toujours un peu des zones. Donc je me suis dit, c'est quoi le pire? Et le pire, c'est midi, rue de Rivoli en sens inverse. Ça, c'est le pire. Donc j'ai été voir la mairie de Paris en disant, je voudrais retourner par exemple, M. Besson, vous filmez tellement bien Paris, on est content. Qu'est-ce que vous voulez nous faire aujourd'hui? J'aimerais bien bloquer la Concorde, Rivoli, vraiment, je les remercie, la préfecture, tout ça, ils ont été c'est vraiment des anges, hein, parce que ils nous ont tout laissé faire. Sauf le drone, je voulais un drone et là, ils ont pas voulu. Moi, je voulais juste donner mon impression. Je me suis retrouvé un petit peu à la fin, un petit peu comme en 2001. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Moi, j'ai vraiment plaisir à regarder vos films. C'est toujours un petit peu décalé par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et là, je me retrouve un petit peu dans mon adolescence, Nikita, Léon. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver dans cette ambiance. Voilà, c'est juste bravo. Merci. Ouais, merci. J'ai essayé de 2001, mes parents qui étaient un peu barjots m'ont emmené voir 2001 à 11 ans. J'ai vraiment rien compris à la fin. Et j'ai essayé de rendre la fin un peu plus accessible quand même. Il y a quand même un peu plus d'informations sur la fin. Alors, il y a un truc qu'on voit pas tout le temps, donc j'en parle parce qu'on se croise. En fait, vers la fin, quand elle va vraiment à la naissance de l'univers, jusqu'au bout de l'univers, qu'est-ce qu'il y a derrière cet univers? Il y a un moment donné, en fait, où elle passe dans l'autre univers et tout s'inverse. C'est-à-dire qu'elle rentre dans un trou noir et on voit un ciel blanc avec des tornades noires, qui est exactement l'inverse de notre monde. Et tous les sons se renversent, même la musique, à ce moment-là, commence à jouer dans l'autre sens, ça dure 3-4 secondes, il y a une vision de ce qu'il y a derrière, et après elle revient. Parce que ça m'intéressait de voir que même quand on va à cette limite-là, il y en a forcément une autre derrière, en fait. Et là, elle ne peut pas y aller. On va faire le 2 d'ailleurs, ça. Allez-y, J'ai beaucoup aimé le film, surtout que... Elle a disparu aussi. Elle est où? Vous êtes où? Elle est partout. Que Scarlett Johansson a utilisé vraiment ce rôle pour faire du bien, pour transmettre que du bien. Et c'est ça que je trouve formidable. Le pouvoir ne l'intéressait pas, l'argent ne l'intéressait pas. Puis les méchants sont toujours les Chinois. D'abord, je vous remercie. Il est coréen. On peut plus taper sur les Chinois, c'est trop tard. Non, mais ça me tenait à cœur justement parce que c'est vrai que d'habitude dans les films, le méchant ne rêve que de pouvoir, d'abus, de destruction. Et c'était intéressant de donner à un personnage le pouvoir ultime, parce qu'elle ne peut pas avoir plus de pouvoir que celui-là, et que la première question qu'elle a, c'est elle ne sait pas quoi en faire. Voilà. Et on fait quoi quand on est Dieu? Il y a quoi derrière? On fait quoi? Merci. Bonjour, je me présente, je suis Pétula. Je n'ai pas de questions à poser, par contre je voudrais saluer ce film qui est absolument fantastique. Je voudrais saluer tous les acteurs, toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce film. À mon sens, c'est un film sur l'évolution et ça me donne vraiment envie de faire des recherches. J'avais déjà entendu parler de ces 10% et plus. Et je le regarderai à nouveau plusieurs fois dans une nouvelle unité de temps, parce que la connaissance appelle la connaissance. Et je vous remercie pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Quand j'ai fait le film, je me suis dit, en fait, on se demande toujours qu'est-ce qu'on aimerait bien que les gens aiment le film, ça c'est sûr.
Mais je me suis dit, si jamais il y en a quand même un sur deux qui rentre chez soi et qui va sur le net parce qu'il se dit quand même qu'ils vont savoir un peu plus, ça me ferait super plaisir. Voilà. Donc quand j'ai vu le film, je me suis dit, j'aimerais bien que les gens veuillent en savoir plus, en fait, parce que le film, c'est juste une petite porte ouverte, mais sincèrement, c'est passionnant. Hein. Du coup, moi qui ai toujours été mauvais en classe, je me suis tapé un paquet de bouquins sur le cerveau, et il y a des romans incroyables. Est-ce que je peux vous présenter juste 2-3 personnes du film ou pas? Alors, il y a 2 acteurs, ils n'ont pas un très grand rôle, mais ils ont été super. Il y en a un qui joue la mule allemande. Oui, c'est bien. Voilà. Il y a Mr. Cho. Où est-ce qu'il est, Mr. Cho? Il est là-haut, tout là-haut, c'est le steward dans l'avion qui s'en va pas là-haut. Mr. Cho que vous avez peut-être vu dans Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Là, il est là-bas. Et puis, juste vite fait comme ça, je voudrais vous présenter ma productrice parce que c'est mon épouse et qu'elle m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'elle est là, ma productrice? Viens, Virginie, s'il te plaît. Elle est continue. Bravo et merci à tous ces femmes aujourd'hui. Merci.